Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'animer ce moment avec vous. Ça va? Vous avez passé une bonne journée? C'était bien? Ok, alors je me présente, moi je m'appelle Gilda Bonnel, je suis le fondateur d'une agence de conseil et de communication qui s'appelle CDS, que j'ai créée il y a, mon Dieu, 25 ans, et qui est exclusivement dédiée au sujet de l'expression des marques et des organisations sur leurs enjeux de transition écologique et solidaire. Et je suis le président de FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme. Voilà. Je suis un ancien étudiant de la Sorbonne. Je me souviens très bien de cet amphithéâtre. J'ai encore des glouglous là dans le ventre, mais je suis content de revenir. Et puis je suis en position de prof, là j'adore, puisque c'est moi qui vais dire aux intervenants de me rejoindre. Je vais tout de suite appeler Julien Dubourg de Citeo. Sous vos applaudissements, j'aime bien cette mise en scène. Patrick Dupoux, du BCG. Et Maximilien Rouer, de Mazar Group. Sous vos applaudissements, Nourri. Allez, c'est parti. On a un sujet qui est un sujet, j'allais dire un peu polémique, qui est très intéressant, c'est pour ça que je suis venu. Très intéressant de voir comment est-ce que on peut débattre du sujet de la place des entreprises qui, on le sait tous, on l'a appris à l'école ou on l'a bien compris dans notre petite expérience personnelle, sont drivées par le moteur du profit et des dividendes aux actionnaires. C'est la fameuse définition de Friedman sur le fait que l'entreprise, elle est là avant tout pour faire du profit. Et on va parler de cet oxymore, en fait, de cet antagonisme entre les entreprises dans leur logiciel de profit et l'intérêt général. C'est une grosse question, moi qui m'intéresse au premier chef, parce que quand on parle aujourd'hui de transition écologique, quand on appelle les entreprises à devenir des acteurs dédiées, puissantes au service de la transition, bah, on est en droit aujourd'hui de se poser la question de savoir si elles font le job. Si elles ne le font pas, est-ce qu'elles ne le font pas parce que le cadre réglementaire n'est pas suffisant? Est-ce que c'est parce que culturellement elles ne sont pas faites pour ça? Donc c'est de ça dont on va parler tout de suite avec nos intervenants. Alors je vais d'abord vous dire combien nous sommes navrés d'être 4 mâles blancs voilà, sur cette estrade. C'est pour ça que je ne me suis pas mis sur l'estrade. Bon, pas tout jeune en plus. Bon, bref, je peux vous dire que l'organisation de la Cité se donne du mal pour essayer de veiller à la parité des débats et que parfois il y a des raisons X ou Y qui font qu'on n'arrive pas à trouver cette parité. Heureusement, j'ai vérifié qu'il y avait d'autres débats sur lesquels il n'y avait que des femmes. Ça arrive aussi, donc ouf. Mais je voulais nous en excuser. D'ailleurs, je m'en excuse pas. C'est comme ça, c'est un fait. Mais je le regrette. Alors, je vais tout de suite passer la parole à nos invités. Parce que vous allez voir, on a notre panel d'étudiants que je viens de croiser à l'instant. Ils courent d'un débat à l'autre. Donc ils auront un moment d'échange et de parole. Vous savez qu'à la Cité, l'organisation de ces prises de parole est très codifiée. Je vais veiller au temps, d'ailleurs je vais sortir mon téléphone, au temps consacré à la fois à une conversation avec nos intervenants, avoir une conversation avec les étudiants qui ont préparé des super questions, et puis après, surtout veiller à avoir du temps avec vous pour que vous puissiez tirer sur le fil de cette conversation. Je vais commencer tout de suite par Julien. Présente-toi dans le modèle Citeo, parce que c'est intéressant que je puisse
comprendre. Moi, je sais, en fait, je dois dire, pour des raisons tout à fait éthiques et déontologiques, que j'ai travaillé pour Citeo, donc je connais bien cette maison. Mais c'est pas un hasard si Citeo est présent sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites dans la vie, Citeo, comme si j'avais 10 ans? Bien sûr, tu as quasiment 10 ans. Bonjour à toutes et tous. Je travaille chez Citeo, effectivement, et c'est une société qui gère pour le compte des entreprises la fin de vie et le réemploi de leurs emballages, que ce soit des emballages ménagers ou des emballages professionnels. On est effectivement un petit ovni organisationnel, puisque lorsque les entreprises mettent en marché un emballage, donc elles le vendent, elles vont faire attention à la conception de l'emballage, faire en sorte que ça protège le produit. Et ensuite, ces entreprises, elles ont l'obligation de gérer la fin de vie de cet emballage et quand il est réemployable, de pouvoir le réemployer. Et ça, elles peuvent difficilement le faire toutes seules. Donc en fait, on est une mutuelle d'entreprise. On s'appelle un éco-organisme, mais finalement, c'est un système mutualisé qui permet de pouvoir gérer pour l'ensemble des entreprises de la grande conso notamment la collecte, le tri, le recyclage des emballages, évidemment d'en développer la performance. On est existant depuis 30 ans et historiquement en travaillant à la fois sur l'éco-conception et sur le recyclage, et depuis plus récemment sur les enjeux de réemploi, parce que si on se met dans la hiérarchie pour diminuer les impacts environnementaux, et c'est bien notre objet, c'est évidemment de réduire autant que possible la quantité d'emballage. Ensuite, c'est de réemployer cet emballage lorsque cela est possible, et si c'est pas possible, faire en sorte que cet emballage il soit effectivement recyclé. Et donc c'est bien l'objectif. Je vais revenir sur le effectivement tout à l'heure quand on parlera de confiance. Avec plaisir. Merci. Moi, si vraiment tu avais considéré que j'avais 10 ans, tu m'aurais dit en fait c'est la poubelle jaune, non? Ouais, mais tu as 10 ans et demi. Bon, bref, c'est la poubelle jaune. Voilà. C'est en tout cas très intéressant et je vais y revenir, mais je vais d'abord présenter ceux qui sont à tes côtés. Mais c'est effectivement intéressant que ce soit une entreprise qui gère cette cause d'intérêt général, donc on est bien dans le sujet. Exactement, et finalement on est effectivement une émanation des entreprises, et puis peut-être pour rentrer directement dans le sujet, finalement on est la preuve que les entreprises peuvent œuvrer sur l'intérêt général, puisque ces entreprises-là mettent des moyens, et beaucoup de moyens, hein, c'est le budget de fonctionnement et d'opération de Citeo, c'est plus d'1 milliard d'euros, donc les entreprises de la grande conso mettent un peu plus d'1 milliard d'euros pour pouvoir développer ce recyclage, développer ce bac jaune, j'aurais dû commencer par là, tu as raison, et développer, réfléchir à la façon dont on peut relancer le réemploi. Je reviens vers toi tout de suite. Patrick Dupoux, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que le BCG, comme si j'avais, voilà, je veux dire 15 ans et demi, parce que 10 ans... Ah oui, mais alors, bon, on va essayer. Ouais. Donc, BCG est un groupe international qui existe depuis 60 ans, qui accompagne les pires multinationales du monde. Bravo. Et voilà, comme ça, c'est dit. Dans leur stratégie, dans leur développement, dans leur performance. Et alors, au sein de BCG, qui est donc présent dans 70 pays et qui a plus de 35 000 collaborateurs, moi, je me suis occupé successivement de l'Afrique. Donc, j'ai développé l'activité de BCG en Afrique. J'ai dirigé les activités de BCG sur le continent africain, au Maroc, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, en Égypte. Je m'occupe aussi désormais de toute notre activité dans l'impact social, donc ce qu'on fait dans l'éducation, la santé, le climat, l'agriculture, le développement économique, essentiellement dans les pays du Sud ou parfois dans les populations plus défavorisées, je dirais, des pays du Nord. Et puis je m'occupe depuis peu aussi d'une filiale que nous avons rachetée qui s'appelle Quantis, qui fait de l'analyse d'impact environnemental pour les entreprises. Donc elle est capable de vous dire, voilà, cette bouteille d'eau, quel est son impact sur le climat, sur la biodiversité, sur l'eau, sur la nature, ce qu'on appelle les limites planétaires. Donc voilà, alors je ne sais pas si à 4 ans et demi... C'est bon pour vous ou pas ? Oui, ça va. Ok. Ils sont un peu plus grands que. Ils sont gentils. Ok. Merci beaucoup, Patrick. Je reviens sur Quantis parce que j'ai eu le plaisir de travailler avec Quantis sur l'analyse du cycle de vie du papier versus le numérique. On a échangé là-dessus et c'est effectivement un outil essentiel aujourd'hui pour pouvoir faire des choix dans les entreprises quand on fait de l'éco-conception, pour pouvoir se dire en fait comment est-ce qu'on mesure
sur l'ensemble de l'amont à l'aval jusqu'à la fin de vie, les émissions et les impacts environnementaux. Merci beaucoup Maximilien Rouher. Je suis ravi de te retrouver là. Merci Gildas. Voilà. On se connaît depuis longtemps parce que ça fait très longtemps que tu travailles aussi sur ces sujets. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait Mazars? Alors, effectivement, ça fait 25 ans, même j'ai dédié ma vie à la résolution de ces sujets. Certains m'appellent un réparateur de planète. Voilà, effectivement, j'ai cette préoccupation depuis mes études. Je suis biologiste et ingénieur agro. Et depuis maintenant plus de 25 ans, j'ai dédié ma vie à apporter des réponses, c'est-à-dire aujourd'hui se dire qu'on ne peut pas se contenter de réduire les impacts négatifs. Il faut aller jusqu'à avoir des entreprises contributives, positives, qui vont réparer, ce qui veut dire restabiliser le climat, dépolluer l'air, dépolluer l'eau, dépolluer les sols. Bref, ça sera le cœur du sujet. Tout ça pour dire, moi ça fait juste 1 an et demi que je suis chez Mazars. J'ai été recruté par cette entreprise française, aujourd'hui mondiale, qui est majoritairement une société d'audit, mais qui est de plus en plus une société de conseil. Donc l'audit, c'est ceux qui vont évaluer les comptes et les certifier quand ils sont commissaires aux comptes. Et cette entreprise se développe à l'instar d'autres dans le conseil. Et à travers moi, ils ont décidé de se préparer au monde qui vient. Voilà, et donc le monde qui vient, sans étonner personne aujourd'hui, mais peut-être avec le vocabulaire que je vais employer, je vais en étonner certains. Le monde qui vient pour nous, c'est un monde qui brûle aux ressources limitées. Et j'ai été recruté par Mazars pour créer une activité de conseil, pour accompagner les clients de Mazars vers ce monde qui brûle aux ressources limitées. Ce qui veut donc dire changer quelque chose, et on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup Maximilien. Je reviens sur Julien. Alors, je reviens sur ta dernière phrase, là, quand tu dis « ça prouve que les entreprises… » Bon, je ne sais pas si ça prouve que les entreprises peuvent mettre l'intérêt général au cœur de leur modèle économique, parce que Citeo, c'est vraiment une entreprise très singulière. L'histoire, c'est quand même… Antoine Riboud, tu veux en dire 2 mots ? Oui, exactement. Cette gestion mutualisée, initialement du recyclage, aujourd'hui du réemploi, c'est né il y a une bonne trentaine d'années, où à l'époque, le cadre réglementaire évoluait et obligeait les entreprises à gérer la fin de vie de leurs produits. Il y avait finalement 2 orientations possibles. Soit ça devenait réellement fiscal et c'était géré par ailleurs, soit… et ça a été le cas par Antoine Riboud et Jean-Louis Beffa qui à l'époque ont dit finalement laissez-nous faire, imposez-nous un cadre et des règles du jeu bien évidemment, mais on va se mettre en œuvre. Et donc c'est bien ce qui a donné naissance aux éco-organismes, donc éco-emballage à l'époque, et ça a fait des petits en France et dans le monde pour que les entreprises se mettent ensemble. Donc Citeo, mais comme tous les autres éco-organismes, on est gouverné par les metteurs en marché, on est une entreprise sans but lucratif, il n'y a pas de distribution de dividendes sur notre activité et qui est vraiment dédié à nos actions sur la réduction, sur le réemploi, sur le recyclage, avec la logique d'avoir un enjeu et un impact. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a élargi notre activité, ou en tout cas notre raison d'être, au-delà du cadre réglementaire qui nous est fixé et qui est fixé aux entreprises, pour pouvoir accompagner les entreprises de la grande conso, les distributeurs, les industriels, à diminuer les impacts environnementaux de leurs emballages. Vous êtes une entreprise à mission. Pour mémoire, la loi Pacte, vous savez, aujourd'hui, les entreprises ont la possibilité d'intégrer dans leur statut une mission sociale. Donc, Citeo est entreprise à mission. Est-ce que ça change quelque chose, puisqu'on va parler après du cadre dans lequel les entreprises évoluent? Est-ce que le fait d'être une entreprise à mission change quelque chose dans la gouvernance et dans les objectifs d'une entreprise singulière comme Citeo? Oui, alors ça n'a pas changé comme ça du jour au lendemain. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que c'est quelque chose qui a été décidé par notre gouvernance. Donc c'est bien un acte volontaire pour l'intégrer de façon statutaire dans les missions de l'entreprise. Assurément, ça nous donne un cap et peut-être qu'on y reviendra. Le cadre réglementaire ou légal ne donne pas forcément toujours suffisamment de la visibilité. Quand on a cette mission de diminuer les impacts environnementaux des produits pour lesquels les clients nous choisissent, ça nous donne le cap sur le long terme sur la façon dont on doit travailler les différents leviers que sont la réduction, le réemploi et le recyclage.
Alors, je voudrais qu'on parle de la confiance, parce que dans le sujet, il y a entreprise, intérêt général, mais moi, ce qui m'intéresse en homme de communication, c'est quand même la confiance. C'est la confiance du citoyen qui va bien trier le verre avec le verre, le carton avec le carton, etc. Qui parfois dit Bob, tout ça va dans la même poubelle, tout ça va dans le même camion. Je tire à gros traits. Je vois Stéphanie Foucard qui est pas loin et qui connaît bien ce sujet. Comment est-ce qu'on fait pour gagner de la confiance? Parce que le système, il fonctionne aussi là-dessus. C'est-à-dire que si le citoyen ne trie pas en se disant tout ça, c'est des conneries, ça va dans le même bac, ça marche pas. Donc, comment est-ce qu'on peut vous croire alors que vous êtes, alors je vais être un peu plus insolent parce que sinon c'est pas drôle, alors que vous êtes quand même financé par les gens qui mettent sur le marché des produits qui par nature qu'on retrouve dans les poubelles ou parfois dans les fossés. Comment est-ce que vous travaillez cette confiance ? Alors, peut-être en premier lieu, je ne suis pas certain qu'on soit le seul sujet où il y a une crise de confiance de la part des citoyens. Mais comme jeté sous la main, j'en profite. Etc. Non, d'accord, mais voilà. Et donc effectivement, il y a un manque de confiance envers les entreprises sur leur capacité à agir et leur sincérité à agir, c'est certain, et c'est un vrai enjeu pour les entreprises d'adresser ce point-là. La façon dont on peut le faire, c'est simplement de prouver l'efficacité des systèmes et la performance que l'on peut atteindre. Et vis-à-vis des consommateurs, des citoyens, des ménages, c'est surtout leur faire comprendre que vous êtes un maillon essentiel du circuit, parce que si on met en œuvre des actions, des dispositifs, le bac jaune, etc., mais qu'in fine, le consommateur ne va pas trier, ne joue pas le jeu, ne va pas trier son emballage en verre ou en carton, ça met le système par terre. Donc en fait, c'est pas juste l'entreprise qui est responsable d'agir et d'atteindre cette performance, c'est en fait un travail collectif. Citeo, c'est évidemment financé par les entreprises, mais Citeo tout seul ne peut rien faire. Si on ne travaille pas avec les collectivités locales pour que le bac jaune soit récupéré toutes les semaines et qu'ensuite il n'y ait pas les bons centres de tri, on ne fera rien. Si le consommateur ne fait pas le bon geste de tri, on ne fera rien. Et si derrière le bac jaune, derrière le centre de tri, il n'y a pas les acteurs pour recycler la matière, ça sera peine perdue. Donc c'est faire comprendre que cet enjeu-là, c'est la diminution des impacts environnementaux. Bien sûr, elle est financée en responsabilité par les entreprises, dans une logique d'intérêt général, mais c'est vraiment une action collective de chacun des acteurs. Juste une petite note positive, ça marche, on trie mieux, ça améliore. Ça fonctionne plutôt bien, on peut... Parfois, effectivement, on peut voir le verre à moitié vide et dire qu'on met tout dans le même camion. On peut aussi voir le verre à moitié plein et dire qu'il y a 67% de taux de recyclage aujourd'hui des emballages, très hétérogène en fonction des matériaux, que l'année prochaine, on va passer quasiment de pas grand-chose à 30 millions d'emballages réemployables et réemployés qui seront mis sur le marché. Voilà, il y a des choses qui fonctionnent. On peut toujours mieux faire. Et on s'y investit beaucoup, mais ça avance. Merci Julien. Patrick, je vais tout de suite aller sur une question, puisque vous connaissez bien les pays émergents, vous les avez cités. Vous avez fondé le BCG au Maroc. Au Maroc et développé en Afrique. Oui. Développé en Afrique. Quand on parle de la confiance, je m'amuse avec ce mauvais buzz sur la poubelle jaune, mais est-ce que finalement la confiance, c'est un truc, la méfiance, c'est un truc très français, ou est-ce que c'est un truc international? Est-ce que nous sommes des cartésiens et qu'on ne peut pas s'empêcher de douter, ou est-ce que c'est un phénomène qu'on retrouve partout? C'est sûr que s'il y avait une discipline aux Jeux Olympiques de la méfiance, je pense qu'on aurait des bonnes chances. Et d'ailleurs, il y a des études, vous connaissez certainement le baromètre Edelman, qui est en fait, j'imagine, qui est une étude qui est faite dans une trentaine de pays chaque année, auprès de 2000 personnes, sur la confiance. Et en fait, qui teste, est-ce que les gens ont a priori confiance en l'État, dans leurs ONG, dans leurs médias et dans les entreprises. Alors ce qui est intéressant, c'est que les pays où la confiance
est le plus élevé aujourd'hui, ce sont les pays émergents. On peut le comprendre, parce que la confiance, c'est pas tellement où est-ce que vous êtes, c'est est-ce que vous progressez. C'est ça qui, en fait, drive la confiance. Et puis, plutôt en queue de peloton, en fait, il y a quasiment tous les pays européens. Donc, c'est pas spécifiquement français, mais aujourd'hui, la confiance, de manière générale, est beaucoup plus élevée dans les pays émergents que dans les pays plus riches, mais qui, effectivement, eux, stagnent, voire ont l'impression d'un déclassement. Ça, c'est de manière générale. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on fait plus confiance aux entreprises, aux gouvernements, aux médias, aux ONG. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près partout dans le monde, sauf quelques pays, les gens font plus confiance dans les entreprises que dans leur gouvernement et dans les médias. Ça peut paraître surprenant. On peut ensuite... Il n'y a pas on va en parler. Voilà. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'entité dans laquelle les gens font le plus confiance, c'est leur entreprise. C'est-à-dire 80% des gens, quasiment partout dans le monde, font confiance dans leur entreprise, 50% font confiance dans les entreprises, 30% dans leur gouvernement et leurs médias. Les médias se sont complètement effondrés. C'est vrai qu'avec toutes les désinformations, on voit qu'il y a une vraie remise en question de l'information. Donc, dans les pays émergents, plus de confiance, plutôt confiance dans les entreprises. Et puis évidemment, il y a des pays dans lesquels là, les gouvernements ont très peu de confiance. Mais déjà, ça c'est intéressant pour mesurer la confiance. Alors ensuite, les entreprises dans les pays émergents, est-ce qu'elles défendent l'intérêt général ? Un des problèmes, je peux en tout cas vous donner l'exemple de l'Afrique, un des problèmes du développement en Afrique, c'est le manque d'entreprises. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise, ce n'est pas qu'une maximisation du profit. Une entreprise, c'est une entité qui répond à un besoin social, parce que sinon personne n'achète ses produits ou ses services, donc elle répond à un besoin social, cette bouteille d'eau, alors c'est vrai que peut-être qu'elle pollue, mais enfin elle répond à un besoin social, cette table, un service de proximité, gérer une maison de retraite, donc elle répond à une entreprise sociale, elle crée des emplois, et que donc sans entreprise, il n'y a pas de développement. Il y a une corrélation quasi totale entre la croissance du secteur privé et le développement, alors économique, pas au sens purement financier, aussi au sens social, qui du coup amène de l'éducation, la capacité d'émancipation, la capacité de liberté. Et donc c'est vrai que dans la première raison et fonction sociale des entreprises des pays émergents, c'est déjà de créer de l'emploi, de créer de la croissance économique et de créer du développement. Et ensuite, effectivement, on peut se poser la question, au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres responsabilités ? Est-ce qu'il y a une différence entre les pratiques ESG, en tout cas sur notamment le climat, sur l'environnement ? Est-ce qu'il y a une différence entre les pays du Nord et le pays du Sud ? Alors, il n'y a pas la même appréciation. Les critères ESG sont moins développés dans les pays du Sud, mais ils sont en train d'émerger parce que la première raison, comme je disais, c'est d'abord de créer de l'emploi et d'abord de créer de l'activité économique. Et la responsabilité de l'entreprise est beaucoup plus vue par rapport à la communauté locale, c'est-à-dire le pays ou l'environnement immédiat dans lequel intervient l'entreprise. Mais progressivement, on voit aussi la prise de conscience des problématiques climat, emploi, puisque ces pays sont souvent aux premières loges du changement climatique et des problématiques de pollution. Mais est-ce que, alors j'entends bien, et j'entends bien le côté employeur en fait, c'est-à-dire le côté super local, mais est-ce qu'on a la même conception, je vous fais repréciser, de ce qu'est l'intérêt général ? Moi, est-ce que finalement il y a un côté très western, je parle pas de, enfin bref, je parle pas de film, très occidental, ou est-ce que c'est partout pareil aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr que tout le monde, même dans cette salle, a la même définition de ce qu'est l'intérêt général. Je suis d'accord. Ouais. Parce que l'intérêt général, c'est le développement économique. Est-ce que c'est l'égalité ? Est-ce que c'est l'inclusion ? Est-ce que c'est la génération actuelle ? Est-ce que c'est les générations futures ? Est-ce que c'est juste ma communauté, ma région, mon pays, l'Europe, le monde ? On voit bien qu'on n'a pas tous la même définition, mais pas les mêmes priorités. Certains considèrent que l'intérêt général, c'est défendre la France. D'autres vont peut-être penser que l'intérêt général, c'est défendre l'humanité. D'autres que l'intérêt général, c'est défendre les générations futures et donc la planète. Donc nous-mêmes, dans cette salle, on n'a pas la même définition de ce qu'est l'intérêt général. Donc vous pouvez bien imaginer qu'une entreprise d'Afrique du Sud, du Kenya, du Nigeria, du Maroc,
de la France et des États-Unis ou de la Chine n'ont pas la même définition de l'intérêt général. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment dans les pays émergents on définit l'intérêt général? Comme je disais, c'est avant tout se développer, créer de l'emploi, créer des services, améliorer les routes, l'éducation, la santé. Donc vraiment répondre à la première mission d'une entreprise qui est de répondre à un besoin social. La mission d'une entreprise n'est pas de faire du profit au départ, c'est de répondre à un besoin social et économique et évidemment... L'historien que je suis n'est pas d'accord du tout. Initialement, l'entreprise, c'est quand même le boutiquier, quoi. Je fais du négoce, je fais de... J'ai justement caricaturé pour te donner l'occasion de me dire. Merci. Donc, mais en tout cas, une des fonctions est de répondre à un besoin économique et social. Et évidemment, l'intérêt des actionnaires est aussi de faire des profits. Mais donc, développer l'économie et l'activité. Et deux, de plus en plus, on voit aussi les mêmes considérations qui se développent dans les pays développés. Moi, j'ai développé avec les Nations Unies la première coalition d'une 70 PDG de grands groupes africains, justement autour des principes de l'ESG, donc avec le Global Compact des Nations Unies, qui justement vise à ancrer des notions sur les énergies renouvelables, prendre en compte les risques climatiques, prendre en compte, par exemple, l'égalité de genre aussi, donner des chances à l'intérieur de l'entreprise et militer aussi pour la diversité de genre au sein des entreprises. Mais ce sont des notions qui sont émergentes parce que quelque part, il y a d'autres priorités. Merci beaucoup. On va repatouiller tout ça, mais je voudrais te donner la parole à Maximilien. Je sais, Maximilien, que tu n'es pas très optimiste, ou en tout cas, ton analyse de la place de l'entreprise dans le grand mouvement de la transition écologique. Tu as publié cette année un bouquin sur le sujet qui s'appelle France Bleu Blanc Vert. Voilà, c'est ma petite page de publicité. Merci à toi. Où, en fait, tu dresses Tu dresses le portrait de peut-être ton inquiétude, ton analyse sur le fait que face à l'énorme besoin d'investissement qu'il y a sur le sujet de la transition écologique, il ne faut pas trop compter sur les entreprises. Alors, c'est pas très grave. Très vite. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que disait Patrick. Donc, j'étais sûr. Voilà, le truc essentiel, et on sera tous d'accord, une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui répond à un besoin. Ensuite, il y a deux manières de voir l'environnement ou l'écologie. Il y a la manière encore dominante qui est finalement, il faudrait que je fasse bien les choses, c'est-à-dire que j'ai le moins d'impact possible, etc. Et évidemment, il faut continuer dans cette veine-là, et ça ne sera pas moi qui vais vous dire le contraire. La donne qui change et qui me permet de répondre à la question que tu n'as pas posée, mon cher Gildas, qui était la question de... Ah non, mais ça, je peux faire ce que je veux entre les questions que je prépare et les questions que je pose. Moi, je fais Georges Marchais, donc je ne réponds à la question que tu n'as pas posée. Voilà. Est-il possible que l'entreprise réponde à l'intérêt général? Donc oui, tu as raison. Spontanément, je dirais non, l'entreprise ne va pas répondre à l'intérêt général, sauf dans quelques rares cas où cet intérêt général serait codéfini comme étant ne dégradant pas les conditions sociales, ne dégradant pas l'environnement. Et une fois qu'on a dit ça, la chose qui change, peut-être je vais insister dessus, c'est que depuis quelques années, on enregistre une succession de faits objectifs, mesurables, quantifiables, type Valence, type inondation à droite et à gauche et pas qu'à Valence, type incendie, type... voilà. Donc le monde qui brûle, c'est cette réalité d'un environnement finalement un peu oublié depuis quelques dizaines, centaines d'années et qui se rappelle à nous par les conséquences d'une partie des actions humaines. Il se rappelle à nous, c'est ce que j'appelle le monde qui brûle et les ressources limitées, c'est l'une des conséquences du monde qui brûle, mais aussi d'une surexploitation de ces ressources. Qu'est-ce que l'entreprise va faire devant ça? Alors, oui, elle va limiter son impact, ok. Et elle va surtout se dire comment je vais continuer à apporter des réponses sociales à des besoins sociaux fondamentaux dans ce monde qui brûle. C'est-à-dire, comment je vais pouvoir continuer à produire avec des ressources toujours plus limitées? Comment je vais continuer à produire avec des incendies, des inondations? Comment je vais continuer à produire avec 50 degrés? Et là, on a une nouvelle équation qui devient très intéressante parce qu'elle permet de répondre à la question de la table ronde.
Cette nouvelle question, c'est, eh ben ouais, il va falloir que je me réinvente, il va falloir que j'invente des nouveaux produits, des nouvelles offres, des nouveaux modèles économiques pour répondre à ces besoins sociaux, encore une fois, bien présentés par Patrick, qui sont des besoins sociaux pour l'essentiel fondamentaux, se loger, se nourrir, se déplacer, etc., se soigner. On va pas revenir dessus. Mais cette fois-ci, dans un monde qui brûle aux ressources limitées. Ça veut dire qu'on va inventer une croissance, c'est là où je vais faire hurler une partie d'entre vous, on va inventer une croissance d'un autre type, une croissance positive pour l'environnement et pour la société, au sens quantifié positivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un litre d'eau qui, quand il est produit, contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à rétablir le climat. Quand il est produit, augmenter la biodiversité, restaurer la biodiversité. Quand il est produit, augmenter les stocks de ressources, renouveler les ressources. C'est un basculement total. C'est, pour paraphraser un dirigeant d'entreprise que j'aime bien, qui a réinventé son modèle, il disait « Moi, je voulais produire sans détruire ». Je voulais produire sans détruire. Alors, la première fois que je l'ai vu, je dis que c'est connerie. C'était qui Emmanuel Druon de l'entreprise Cocheco. Alors, c'est une petite PME parce qu'on peut. Voilà, c'est une petite PME. Mais en attendant, aujourd'hui, 20 ans après de transformation, chaque enveloppe qu'il sort de son usine, a planté 9 fois plus d'arbres qu'il en a consommé, a restauré à peu près 10 fois plus de biodiversité qu'il en a détruit, a dépollué l'air, dépollué l'eau, stocké du carbone, produit de l'énergie. Chaque enveloppe de ce site a pour bilan net d'avoir restauré toutes les limites planétaires dont on parlait à l'instant. C'est un cas. On peut le traîner dans la boue parce qu'on est habitué à critiquer, à dire que tout est foutu dans les entreprises et que ça ne marchera jamais. Ce n'est pas ma position. Ma position, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a des exemples emblématiques un peu partout dans le monde. Évidemment, Patrick on pourra en citer de plus abondants. Mais il faut avoir en tête qu'une croissance qui répare, une croissance qui restaure, une croissance qui régénère l'environnement et la société, aujourd'hui, technologiquement, c'est possible. Économiquement, ça l'est de plus en plus, mais on y travaille. Il y a des questions de modèle économique et de modèle de rentabilité, et surtout des questions de gouvernance. Voilà. C'était un peu mon mot, ma réponse. Oui, alors j'apprécie beaucoup ce que tu viens de dire, surtout que si je t'ai pas posé la question que j'avais prévu de te poser, tu n'as pas répondu tel que je pensais que tu allais répondre. Et c'est là où on va commencer à se marrer. Parce que moi, tu m'as dit, quand on a préparé ce moment, tu m'as dit quand même que les entreprises, par nature, par système, elles n'étaient pas faites pour ça. Par système, elles sont faites pour répondre à un besoin. Maintenant, est-ce que ce besoin est un besoin construit, imaginé, artificiel, ou est-ce que c'est un besoin au sens fondamental? Dans un monde d'opulence, dans un monde où il n'y a aucune question de climat, de ressources, de limites, de quelque nature que ce soit, voilà. Effectivement, l'entreprise n'a pas à se poser de fausses questions ou de faux problèmes. Il faut vraiment avoir en tête, voilà, quand on invente l'entreprise, c'est un outil pour financer le développement humain. Zut, c'est génial. C'est génial. C'est la santé, c'est les fringues, c'est la bouffe, c'est les loisirs, c'est top. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on s'est rendu compte entre-temps que cette entreprise, sans limite et sans mesure des questions environnementales, par exemple, en fait, elle flinguait tout. Mais ce n'est pas une intention. Il n'y a pas eu des dirigeants qui se sont dit « Tiens, je vais tuer 250 personnes à Valence demain ». Non, je suis désolé, ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça marche. Les dirigeants d'entreprise, dans leur immense majorité d'entre eux, sont comme vous et moi, des gens bien intentionnés, de bonne volonté, qui veulent le bien des autres. Voilà. Excusez-moi, peut-être que vous allez me prendre pour un grand naïf, mais c'est quand même un peu ça la règle. Maintenant, dans un monde qui brûle aux ressources limitées, mais tout change. Tout change. On rentre dans une économie qui est radicalement différente. On ne peut plus produire comme avant. On ne peut plus produire comme avant parce que tout simplement, soit les coûts vont être hyperboliques, vont augmenter très très fort et très très vite. Voilà. Un exemple, le cours du cuivre, le cours du cacao, si je dois donner que 2 exemples. Si vous n'êtes pas passionné par le prix de l'énergie, vous pouvez juste regarder les cours du mégawattheure voilà, au marché spot. Donc on a des variations qui sont de moins en moins soutenables. Ce matin, on animait une table ronde. Voilà, il y avait une industrielle à mes côtés. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, oui, mais je vais sortir du marché régulé sur l'électricité. On ne sait pas être rentable dans les nouveaux profils de coûts de l'électricité en France en 2026. On sortira en 2026 des marchés régulés, on ne sait pas. Donc on rentre dans des logiques d'incertitude, on rentre dans des logiques où finalement
C'est mon petit côté un peu poète, excusez-moi, mais j'ai adoré Lagardère. Je suis un garçon, voilà, je suis un garçon, j'assume. J'aime bien les capes et l'épée, en tout cas quand j'étais petit. Et vous vous souvenez peut-être de cette formule, si tu ne vas pas à Lagardère viendra à toi. Voilà, ce qui veut dire, on ne s'est pas occupé de l'environnement, maintenant l'environnement s'occupe de nous, et l'entreprise, dans ce contexte-là, elle est obligée de s'occuper de l'environnement, sinon elle va disparaître aussi sûrement, et ça c'est un clin d'œil à mon voisin, parce que j'ai écouté le directeur général tout à l'heure, c'est un clin d'œil, aussi sûrement que Kodak a disparu, de ne pas avoir anticipé l'arrivée du numérique. On est dans une configuration schumpeterienne, voilà, classique, sauf que la grosse force schumpeterienne en cours sur la destruction créatrice aujourd'hui, c'est les questions environnementales, ce sont les questions climatiques et les questions de disponibilité des ressources. Oh là là, j'ai plein de questions qui me montent à la tête, mais je vais d'abord passer la parole à nos étudiants là, qui ont préparé des petites questions. Qui commence? Qui attaque? Et à qui vous voulez poser une question? Présentez-vous. Je vais commencer. Je suis Erwin Aymon. Je suis étudiant à l'Université de Lorraine en droit en première année et je vais m'adresser à vous trois. On voulait vous demander, face à la situation économique actuelle, peut-on faire confiance aux entreprises françaises pour maintenir un protectionnisme et pas céder à la délocalisation? Waouh, bah voilà, tant pis pour vous. Qui s'y colle? Non, mais s'il y a des gens qui sachent, je peux y aller. Donc il y a un truc très fort aujourd'hui et qui est dominant, ce qui s'appelle la stratégie de valeur. Donc la stratégie de valeur, ça consiste à allouer tes investissements et tes forces productives là où elles vont avoir la meilleure rentabilité. Voilà. Donc quand tout va bien, ça veut dire que par exemple une entreprise, elle peut s'étendre un peu partout, elle peut aller se mettre à droite et à gauche, etc. Elle peut prendre des marchés dans des pays africains ou dans des pays étrangers, etc. Mais quand la rentabilité sur capitaux investis commence à se dégrader, quand il y a des risques, quand il y a des nuages, tout d'un coup, la tentation de contraction augmente. Cette stratégie de valeur, pour comprendre le monde dans lequel on est, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des investisseurs, nous tous indirectement, via voilà, plein de choses, mais notre retraite demain, le système financier global, on est tous investisseurs, directs ou indirects, et ce système-là demande une rentabilité, et cette rentabilité, elle retombe souvent au niveau des entreprises, des COMEX ou des boards, sur quelle est la stratégie de valeur optimale à l'instant T pour les capitaux investis. Ce qui va induire des difficultés de compatibilité avec la notion de frontière, voilà, avec la notion de nationalité, et on le voit bien, le développement de l'internationalisation des capitaux, voilà, la notion d'entreprise française que tu évoques. Quand tu es une entreprise 100% française, private equity, etc., mais une entreprise française à capital public, coté, voilà. Donc, le point d'attention, je pense, si j'y réponds à ma manière, c'est de dire il y a une stratégie qui s'impose, c'est la stratégie de valeur dans laquelle on est tous dans le système, on est tous embarqués. Cette stratégie de valeur est optimale du point de vue financier, mais a des effets de bord, des effets secondaires qui peuvent être très destructif sur les questions sociales et environnementales. Et souvent, pas maîtrisé ou pas calculé. Et souvent, les entreprises sont un peu coincées, un peu en injonction paradoxale, entre une exigence de rentabilité, quasiment contractuelle, puisque quand tu es coté en bourse, tu as fait des promesses, etc. Et en même temps, des exigences de non-dégradation. Donc, retenez, chers étudiants, cette notion de stratégie de valeur. C'est pas quelque chose qui est très diffus, que mon voisin le connaît ça par cœur, voilà, et bien mieux que moi d'ailleurs, donc il en parlera certainement bien mieux que moi, mais on est dans une logique où ça peut être, il peut y avoir des effets pervers. Non. Autre question. Je suis désolé, sauf si... Mais justement... Alors, ça va être une question pour Monsieur Ducos. Le temps et après on y revient si tu veux bien. Du coup, on a parlé de rentabilité, l'intérêt des actionnaires et la stratégie de valeur. Comment est-ce que les entreprises peuvent-elles équilibrer la défense de l'intérêt général avec la pression de leurs actionnaires pour maximiser les profits? Ah bah alors. Oui, c'est pas toujours facile. Alors, une entreprise, c'est pas un individu, c'est en fait une constellation où il y a des employés, un management des employés, vous avez des actionnaires, vous avez des clients, vous avez un État qui régule, qui fixe les règles du jeu, et vous avez le grand public. Et vous avez aussi souvent des organismes qui vous mesurent, qui vous notent,
à la fois d'ailleurs dans la partie financière et puis aussi dans la partie extra-financière, c'est-à-dire sociale et environnementale. Il peut y avoir effectivement un désaccord finalement entre les employés, le management et un actionnaire qui va peut-être vouloir privilégier la rentabilité finalement sur toute autre considération. Et la réalité, c'est 80% c'est le cas. Enfin, on va pas se mentir, c'est 80% c'est le cas. Il y a plein de gens dans le monde économique qui n'en ont rien à faire. Je veux dire, c'est une réalité. Et donc il faut trouver un système dans lequel, dans cette constellation, il y a un équilibre qui pousse finalement à ce que les décisions de l'entreprise aillent dans le sens de l'intérêt général, si tant est qu'on puisse le définir et se mettre d'accord sur ce qu'est l'intérêt général. Donc, c'est quoi? C'est les employés. Malgré tout, c'est important. Nous, dans notre entreprise, notre avantage concurrentiel, ce qui fait qu'on arrive à réussir, c'est d'attirer les meilleurs étudiants, les meilleurs employés, puisqu'en fait on vend du cerveau entre guillemets. Donc il faut qu'on attire les meilleurs. Aujourd'hui, chez les jeunes, et heureusement d'ailleurs, il y a une véritable conscience de l'urgence climatique, de l'urgence environnementale. Il y a aussi une conscience sociale qui s'est développée. Je pense que c'est une très bonne nouvelle, qui n'est pas systématique. Faut pas croire que tous les jeunes s'intéressent à ça. Je suis parfois assez surpris de voir des jeunes qui finalement disent que ça les préoccupe, mais finalement qui font des choix qui sont un peu en contradiction. Donc, pour nous, attirer les jeunes et les garder, ça veut dire qu'on est obligé de prendre en compte aussi, en tout cas ça nous met un point de pression pour prendre des décisions qui sont dans le sens de l'intérêt général. Vous avez, alors dans notre cas, on est assez particulier parce que les actionnaires, c'est aussi les employés. C'est-à-dire qu'on est une coopérative. On a 10% des employés qui dirigent l'entreprise et qui la possèdent. Donc on n'a pas. Vous n'avez pas d'actionnaire autre. Voilà, on n'a pas quelqu'un qui nous dit bon les gars, moi je veux une rentabilité. C'est nous qui décidons. Alors c'est pas tout le monde, c'est 10% de l'entreprise, mais 10% c'est beaucoup quand même. C'est plus de 2000 personnes sur quasiment 30 000. C'est quand même beaucoup en fait. Et donc ça veut dire que on n'a pas cette contrainte d'un actionnaire tiers qui a des exigences folles et qui nous font prendre des décisions court-termistes. Bon, mais dans cette constellation, il y a aussi des gouvernements qui fixent des règles à la fois qui vous poussent à bien agir ou qui vous contraignent à bien agir. Vous avez les consommateurs et il faut trouver le système qui fait que ce petit monde trouve un équilibre qui nous permette de concilier dans une certaine mesure la recherche de profit long terme et la recherche de l'intérêt général, c'est-à-dire d'éviter les destructions de la planète, les décisions qui ont un coût social important. Mais en fait, c'est pas simple parce que tout le monde n'est pas convaincu que l'intérêt d'une entreprise, en tout cas la mission d'une entreprise, est autre chose que générer du profit. Et donc c'est un combat permanent et c'est un peu le rôle des employés, des consommateurs, du gouvernement de créer cet équilibre pour justement qu'on arrive à combiner les deux. Tu veux réagir, Julien? Je te vois bouger. Bien en phase, effectivement, il n'y a pas que les actionnaires, il y a l'ensemble des stakeholders en quelque sorte. Il y a assurément un sujet d'employabilité et l'entreprise, même indépendamment du cadre légal ou réglementaire dont il y a besoin, peut-être qu'on y reviendra, il en faut absolument un. Si jamais elle va dans la mauvaise direction d'un point de vue de ses impacts environnementaux notamment, quand elle va se faire sanctionner par les consommateurs et par ses employés parce qu'elle n'aura pas une marque employeur forte, ça c'est très clair, on en parlait en préparant la table ronde, c'est assez sensible, et puis ça sera sanctionné par les consommateurs à un moment donné lorsqu'elle va vendre ses produits. Et peut-être que le consommateur n'a pas forcément la connaissance de la réalité de l'impact environnemental, mais c'est aussi à ça que servent les associations environnementales, d'être les garde-fous, les lanceurs d'alerte sur le fait que telle ou telle chose, il y a à améliorer. Alors pour les entreprises, c'est pas toujours facile, ça gratte, c'est jamais très agréable d'avoir des articles sur le fait qu'il y a tel ou tel problème sur la production ou tel impact environnemental qui pourrait être amélioré, mais
Il n'empêche que, voilà, d'un point de vue sociétal, c'est un garde-fou qui permet aux entreprises d'aller dans la bonne direction. Mais un mot, pendant que je te tiens, vous avez une chance incroyable quand même dans votre système, parce que qui sont vos actionnaires? Non, mais il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de pression d'actionnaire. Vous, c'est le chiffre de ce que vous collectez et de ce que vous recyclez. Juste 2 mots là-dessus. Sur le modèle ? Oui. Oui, on a des actionnaires, puisque à notre gouvernance, on a des entreprises de la grande consommation, hein, que ce soit des industriels comme Danone, comme Nestlé, comme Charles & Alice. Il n'y a pas que des grandes entreprises, mais aussi de la distribution. Et donc ces entreprises-là nous confient, nous gouvernent sur la façon de le faire, mais elles n'attendent pas un bénéfice, un dividende. Elles attendent que on soit au résultat des attentes que l'on s'est fixées ou du cadre qui nous est fixé par le cadre réglementaire. Évidemment, il y a un enjeu économique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça à n'importe quel coût. Et il faut s'assurer d'avoir le meilleur rapport coût-efficacité de façon à mettre en place un système de recyclage efficient, de mettre en place un dispositif de réemploi. Mais voilà, il n'y a pas d'enjeu de profitabilité en tant que tel. Merci. Juste quand même un point. Oui. Une entreprise peut défendre l'intérêt général si elle peut le faire, si elle doit le faire et si elle a intérêt à le faire. Mais déjà, il faut qu'elle puisse le faire. C'est-à-dire que si une entreprise lutte pour sa survie, je peux vous garantir que l'intérêt général, c'est probablement qu'elle survive et qu'elle évite de mettre la clé sous la porte. Donc, la réalité, c'est que nous, on est finalement dans des situations assez faciles où on peut souvent prendre des bonnes décisions parce qu'on est dans des industries plutôt à forte marge ou alors dont les revenus sont assurés. Et je pense qu'il faut rester très, très humble parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, des PME, des entreprises qui n'ont pas tellement le choix et qui sont hyper contraintes. Et c'est pas que l'actionnaire les contraint, c'est que tout simplement, si un jour, on risque de le réaliser en France, si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous mettez la clé sous la porte. Et donc, il faut quand même en être conscient, il faut rester très modeste, parce que la réalité, c'est que le monde économique est difficile et que souvent, les décisions d'une entreprise, c'est d'avant tout d'assurer, non pas forcément de gagner le plus possible, mais déjà sa survie. Alors, ce n'est pas une question que je pose, mais c'est une idée que je lance en l'air. Ça m'interpelle quand même le fait qu'a priori, elle doit d'abord survivre. Si elle est très polluante, très émissive, très destructrice de valeur, je ne sais pas. Mais bon, j'avais dit que je ne voulais pas de réponse. Allez, à vous. Alors, ça sera une question pour Monsieur Julien Dubourg. J'entends très bien effectivement que Citeo n'intervient pas sur des missions rattachées à des questions business, mais comment Citeo accompagne les entreprises aujourd'hui à concilier les pratiques ESG avec effectivement les exigences économiques beaucoup plus tirées par le revenu. Voilà. On les accompagne. Alors, on est nous sur le business des emballages et des emballages ménagers. Hein. Donc là aussi, beaucoup d'humilité sur l'ensemble des sujets. C'est pas forcément leur grande problématique. Maximilien parlait tout à l'heure des ressources. On joue pas forcément dans ce cadre-là. En tout cas, sur la partie des emballages ménagers. On parlait de souveraineté, de protectionnisme tout à l'heure, sans utiliser le mot qui est parfois un petit peu valise d'économie circulaire. C'est quand même un enjeu de souveraineté parce qu'on relocalise la matière et donc sur peut-être pas le court terme mais le moyen long terme, assurément, ça permet aux entreprises d'avoir une meilleure pérennité sur leur activité. Encore une fois, je parle sur le prisme emballage, c'est-à-dire que s'il y a un accès à la matière recyclée, à un niveau local, ça permet de perdurer leur activité et de pouvoir avoir la matière première qui leur est nécessaire. Vous contribuez à des nouveaux gisements. Exactement. En fait, ouais, exactement. Comment on le fait ? On le fait sur ce qu'on appelle les 3 R, hein, la réduction, le réemploi, le recyclage, de façon à accompagner les entreprises sur chacun de ces critères. Différents moyens. En tout cas, on met des moyens financiers à destination des entreprises pour le faire, pour diminuer. Il y a une marque de chips qui a diminué de plus de 1000 tonnes ces emballages plastiques parce qu'on a fait de la R&D avec elle pour pouvoir diminuer cette quantité de matière. Donc ça, c'est le sujet de réduction. Sur le réemploi,
On accompagne d'une part l'entreprise sur le fait qu'elle réfléchisse à comment développer des gammes de réemploi. Aujourd'hui, ça a totalement disparu quasiment de nos rayons, mais ça pourrait réapparaître, mais ça change complètement le business model des entreprises. Donc il y a un enjeu de travail collaboratif. Et sur le réemploi, c'est que si jamais une entreprise met un emballage réemployable, s'il n'y a pas le système et la reverse logistique qui se met en place, il n'y aura rien. Donc là, nous, notre boulot, c'est de mettre en place le système mutualisé qui permettra de fonctionner. Et puis il y a le sujet du bac jaune qu'on évoquait tout à l'heure pour pouvoir leur permettre d'avoir un retour à la matière recyclée. Peut-être pour, je ne suis pas sûr de répondre parfaitement à la question, nous, le constat qu'on fait avec les entreprises, et c'est peut-être en lien avec ce que tu disais, Patrick, sur la préoccupation des entreprises, c'est qu'il y a 5 ans, nous, au max, on parlait à l'ingénieur packaging. Beaucoup de respect pour les ingénieurs packaging parce que c'est un métier difficile. Aujourd'hui, dans les petites, moyennes ou grandes boîtes, il n'y a pas une semaine, un mois où on ne va pas parler avec le codir ou avec le patron parce que ça devient stratégique d'avoir des emballages qui soient sobres d'un point de vue impact environnemental, d'avoir des emballages sur lesquels ils sont assurés dans les prochaines années d'avoir de la matière disponible. Donc on a un vrai enjeu de partenariat avec les entreprises pour pouvoir aller dans le bon sens sur le sujet. Merci Julien. Ça vous va la réponse? Bon, ok, sinon vous râlez, allez-y. Bonjour, je m'appelle Apollonie et je suis étudiante aux Mines de Paris et je vais poser une question à Maximilien Rouher. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'une entreprise qui a intégré des pratiques durables tout en maintenant une croissance économique solide? Alors, merci de la question. Alors, au même titre qu'on peut discuter de l'intérêt général, on peut discuter du durable. Donc moi, je vais aller jusqu'à ma définition. Vous l'aurez compris, durable. Voilà, 87, ça embarque plein de choses. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, encore une fois, c'est d'être capable de projeter l'entreprise dans le monde qui vient. Donc, je vais donner 2 exemples. Un, celui que j'ai commencé à évoquer, cette entreprise Pocheco de Lille, croissance, qui doit sa survie aujourd'hui avoir investi 20 millions d'euros pour économiser, pour passer les vagues, etc. Donc ça reste une PME. En attendant, elle a transformé son activité, qui reste une activité d'enveloppe, mais tous ses concurrents cherchaient du prix, par exemple, sur le papier. Une enveloppe, c'est du papier c'est du bois ça vient d'ailleurs. Tous ses concurrents cherchaient du prix. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, moi quand même, ça m'embête, détruire les forêts. Allez, je vais chercher un fournisseur de bois qui me garantira 10 arbres plantés pour un arbre coupé pour moi, et avec des protections, des approches environnementales sur la biodiversité, patin couffin. Vous allez me dire, mais pourquoi ils se condamnent à augmenter le prix pour des... Bon. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise, les crises récentes où il y a eu des tensions sur les ressources? Tous les petits copains qui avaient fait le prix n'arrivaient plus à trouver du volume. Et lui, il avait une relation de long terme avec son fournisseur. Certes, à un prix plus élevé, mais au moment où il n'y avait plus de ressources, lui, il continuait d'être approvisionné. Et là, il a pu passer du prix, il a pu approvisionner, il a pu faire de la croissance et récupérer des marchés qu'il avait perdus. Je donne que cet exemple-là sur le papier, sachant que c'est un exemple important, c'est pas un positive native. Voilà, vous connaissez digital natives, c'est pas un positive native, c'est-à-dire que c'est une imprimerie, c'est une industrie primaire, lourde, qui consomme beaucoup d'énergie, de papier, de machin. C'est pas le côté, c'est pas la plateforme d'ubérisation du salon de coiffure, quoi. Voilà, donc c'est très à la mode aujourd'hui, mais c'est vraiment un acteur d'industrie lourde. Et il a su basculer à 100%, je ne vais pas vous embêter avec ça, vous regardez Pocheco sur Internet, les écolos de service connaissent bien le modèle, moi je l'ai décomposé, et c'est une partie de mon métier aujourd'hui, que d'accompagner tous les sites, on va dire tertiaires, industriels ou autres, dans la transformation de leurs activités, pas dans le core business, mais dans tout ce qu'il y a autour, pour que concrètement, le site industriel, les bureaux, l'entrepôt, servent effectivement à être contributifs sur l'aspect environnemental. Et contributif, ça veut dire utile dans un monde qui brûle. Voilà. Et puis après, on a l'autre extrême, on en parlait avec Patrick tout à l'heure, ça peut être l'entreprise Schneider Electric,
qui est fournisseur mondial d'équipements d'efficacité électrique. Voilà, Schneider, c'est aussi bien des interrupteurs, des transformateurs, tout le système de l'efficacité électrique au sens premier du terme, qui assure une très jolie croissance tout en étant pourvoyeur d'efficacité. Maintenant, si vous cherchez à me gratter un peu sur le sujet, oui, vous aurez raison. À quoi contribue Schneider sur la biodiversité? À quoi contribue Schneider sur les questions de contribution sur le stockage du carbone à droite et à gauche? Rien n'est parfait dans ce monde-là. Par contre, ça bouge. Voilà, par contre, ça bouge. Donc, un bon exemple parfait aujourd'hui, petit Pocheco. Il y en a une centaine aujourd'hui dans le monde, à peu près sur le même modèle, qui ne sont pas à l'échelle. Des modèles qui sont à l'échelle comme Schneider, sur une partie de l'activité, il y en a. On peut citer Schneider. On peut citer un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est Nexans, qui est un peu dans une même logique. C'est toujours la transition électrique, c'est du câble, avec un pari fou de Chris, le patron, d'avoir voulu effectivement faire du profit, c'est sa mission, mais avec un angle particulier, c'est qu'il a décidé de virer tous ses clients trop compliqués, pas rentables. Et il s'est rendu compte que ces 3/4 de clients trop compliqués, pas rentables, étaient par ailleurs pas du tout innovants et pas du tout efficaces au niveau du carbone. Donc l'histoire ne dit pas si c'est avant ou après, hein. Mais le résultat, c'est que c'est un groupe de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires coté en bourse qui aujourd'hui raconte une belle histoire sur sa croissance, la croissance de son EBITDA, de sa rentabilité, mais aussi de la réduction de son impact carbone, puisqu'il a effacé 48% de son impact carbone, tout en maintenant sa rentabilité et en augmentant son chiffre d'affaires. Voilà, je ne vais pas être trop long. Parfait, merci. À vous les studios. Bonjour, Hugo Bérévin, étudiant en ingénierie aérospatiale à l'IPSA Toulouse et en double diplôme avec l'université de Cranfield. Félicitations. Merci. Donc c'était une question pour Monsieur Dupoux. Comment peut-on prouver qu'une entreprise ne défend pas l'intérêt général alors que la définition de ce dernier est quand même assez large et que donc forcément certaines de ses actions peuvent le défendre? Alors merci pour la... merci pour la question. Samedi 19h27. Et faites-moi court parce que je voudrais du temps avec la salle. Ouais. Donc parce que vous l'avez dit, l'intérêt général est très difficile à définir. Chacun a sa propre définition. Puis il y a 25 critères. Il suffit de regarder les objectifs du développement durable de l'ONU. Il y a 17 objectifs qui eux-mêmes ont 5 sous-objectifs. On arrive avec 100 objectifs. N'importe quelle notation ESG, il y a 150 critères. Ce qui d'ailleurs, je pense, est un peu contre-productif, parce que il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est: dans un monde noyé d'informations inutiles, la clarté c'est le pouvoir, et derrière c'est la manière de finalement créer de la censure, c'est pas de cacher une information, c'est de la noyer sur plein d'informations inutiles. Donc plus vous avez d'informations, moins on voit l'information, et on a du mal finalement à extraire ce qui compte. Parce que la réalité, c'est que pour les entreprises, en fait, il y a ce concept de matérialité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est matériel dans ce qu'elle fait, en quoi, dans tous ces objectifs qui constituent l'intérêt général, où est-ce qu'elle peut peser en positif et en négatif. Et donc toutes les entreprises ont du positif et du négatif. Donc il faut arriver, et en fait on en vient à une question clé qui sont les instruments de mesure. Donc c'est comment on mesure l'impact d'une entreprise sociale sur ce qu'on appelle les salaires minimums, sur la diversité, sur un certain nombre de critères sociaux, environnementaux, climatiques, l'eau, le nitrogène, toutes les limites planétaires. Voilà. Mais ça ne suffit pas, il faut dire qu'est-ce qui est matériel. C'est-à-dire, telle entreprise, il faut surtout qu'on regarde les points A, B et C, parce que c'est là où en fait elle pèse. Une entreprise qui produit des énergies fossiles, on va regarder surtout le sujet carbone, forcément. D'autres, on va regarder beaucoup plus, je ne sais pas, l'eutrophisation ou d'autres critères environnementaux. Et donc, il faut justement, la science de la mesure de l'impact social et environnemental a beaucoup progressé. Et en fait, elle est une pierre essentielle. L'objective. Voilà, pour objectiver. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, il y a des instruments de mesure, CDP, Carbon Disclosure Project, les SBTI, SBTN. Vous pouvez regarder, peut-être que vous connaissez Science Based Target Initiatives pour le carbone, pour la nature, des plateformes comme EcoVadis, Vigeo, voilà. Donc ça, c'est vraiment essentiel. S'il n'y a pas ça,
et notamment si on n'introduit pas la matérialité, en fait, on parle dans le vide, et c'est là où, en fait, c'est là vraiment le risque, c'est qu'on est dans l'anecdotique, dans le positif et le négatif. C'est-à-dire l'anecdotique positif, qui en fait cache, c'est l'arbre qui cache la forêt, ou enfin la forêt détruite en l'occurrence, ou dans le négatif, c'est-à-dire en fait une entreprise qui est plutôt vertueuse, mais qui va avoir un accident quelque part, et voilà, tout le monde va lui tomber dessus, et finalement on ne va pas avoir la big picture. Donc ça c'est vraiment important, on ne pourra pas progresser si on n'arrive pas à faire progresser la science de la mesure de l'impact extra-financier. Gros sujet chez Citeo aussi. Tu veux en dire un mot ou... Oui, clairement, ça c'est certain, parce que nous on a des indicateurs de performance comme le taux de recyclage, mais il faut absolument aller au-delà de ça, de façon à pouvoir mesurer l'impact environnemental, et effectivement, comme le dit Patrick, c'est multifactoriel, donc il faut trouver les bons angles, les bons indicateurs, de façon à pouvoir avoir une vue la plus objective possible. Bonjour, Brice Delamarre. J'aurais une question pour Maximilien Rouher. C'est dans quelle formation? À Neoma Business School, pardon, excusez-moi, en école de commerce. Et j'aurais une question afin de savoir si les cabinets comme le vôtre ont un rôle à jouer pour défendre l'intérêt général quand elles s'aperçoivent de certaines pratiques parmi leurs clients. Est-ce que tu es un lanceur d'alerte? Alors, pour y répondre de manière, on va dire, un peu globale aussi, aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise qui n'ait pas, on va dire, des guidelines concernant l'éthique, concernant le fait de lancer des alertes. C'est même réglementaire en France. Voilà, donc le groupe Forvis-Mazars sort pas de la norme. Ensuite, il y a la responsabilité qui est très forte chez Forvis-Mazars de l'autonomie des associés. Donc les associés, je suis comme Patrick dans une société coopérative, c'est-à-dire que les associés possèdent l'entreprise, voilà. Et en fait, il y a une responsabilité individuelle. Personne ne peut être contraint de prendre un client ou de prendre une mission. Voilà. Si la mission ne correspond pas à ton éthique, à ta vision du monde, personne ne va t'obliger à la prendre. Voilà, donc c'est une liberté qui est donnée à chacun des associés. On fonctionne comme dans une coopérative, chacun est patron de son PNL. Voilà. Et ensuite, comment l'entreprise agit effectivement? Alors de différentes manières, parce que chez nous, il y a beaucoup d'auditeurs et de commissaires aux comptes. Voilà, donc là, ils ont une responsabilité légale. Le commissaire aux comptes, c'est celui qui va valider le fait que tu n'as pas fait de malversation. Voilà. Donc c'est un rôle essentiel, régulé, ultra régulé. Donc les marges de manœuvre pour ce type de métier sont assez fragiles, assez faibles, puisque le régulateur, voilà, du sol au plafond te cadre. Donc je botte pas en touche, mais je précise que cette responsabilité du commissaire aux comptes et ou de l'auditeur est une responsabilité relativement modeste, puisque ultra régulée. Maintenant, sur la partie qui est mon métier à moi, le métier du consultant, là, voilà, un consultant risque, sauf cas exceptionnel, il risque pas d'aller au pénal. Alors qu'un commissaire aux comptes, il a un risque pénal s'il a caché une fraude, etc., etc. Donc le rôle de consultant, il est beaucoup plus libre. Il est beaucoup plus libre dans ses responsabilités et son éthique, dans ses recommandations aussi. Voilà. Et ensuite, dans le monde du consulting, il y a tout un univers. Donc, je ne m'exprimerai pas pour mes collègues, mais la décision du groupe Forvis-Mazars de m'avoir recruté il y a moins de 18 mois pour lancer une activité stratégique sur ces sujets est significative d'une évolution de l'entreprise et de sa clairvoyance. Évidemment, c'est mon employeur, donc je suis d'une lucidité absolue quand je dis ça. Voilà, j'ai aucun biais cognitif, vous m'avez compris. Mais voilà, je suis quand même hyper content d'y être parce que ça veut dire quelque chose, hein, parce qu'on a compris que le BCG était stratégique depuis de nombreuses dizaines d'années. Bon voilà, le groupe Forvis-Mazars depuis 18 mois se dote d'une activité de conseil stratégique, ça veut dire quelque chose. Et en plus, elle est très singulière. Donc voilà, elle est singulière, elle est orientée sur cet intérêt général qu'on n'arrive pas à définir, on l'a compris, mais en tout cas, elle est orientée vers ce monde qui brûle aux ressources limitées, et alors, ça, tout le monde peut le comprendre. Juste en une minute ce coup-ci, est-ce que dans ton métier, dans vos métiers, face à des clients, porte fermée, tu disais Chris, je ne sais pas qui est ce Chris, ça t'arrive de dire, mais vous marchez sur la tête, vous allez dans le mur, c'est dans cette relation très privilégié qu'ont les consultants de votre acabit, messieurs, d'influencer la décision des entreprises? Alors, je vais faire un petit crochet. En une minute. Quand mon fils ou ma fille me dit « Qu'est-ce que tu fais, papa, comme travail ?» Je comprends rien, voilà. Je lui dis « Je suis médecin de l'entreprise. »
Voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que le médecin, il peut vous dire des choses, des fois elles ne sont pas très agréables à entendre, et vous pouvez choisir de ne pas les entendre. Mais le bon médecin, c'est quand même celui qui vous dit ce qu'il y a. Voilà. Donc moi, mon métier, c'est d'être un bon médecin. Ensuite, que mon patient m'écoute ou pas, c'est sa responsabilité. Et à la pharmacie avec l'ordonnance ou pas, ouais. Voilà. Et Patrick? Moi, je peux vous donner un exemple. Alors, Oui. d'abord, on a ce qu'on appelle des secteurs dans lesquels on a décidé de ne plus intervenir parce qu'ils sont trop mauvais. Enfin, le charbon, par exemple, ou un certain nombre d'activités hyper polluantes, on a décidé de ne plus intervenir. C'est une décision corporate qui s'impose à tous les associés. Mais j'ai un exemple avec une entreprise sud-africaine qui a le site le plus émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Voilà, parce que vous savez que l'Afrique du Sud, pendant l'apartheid, ne pouvait pas importer de pétrole, et donc ils ont trouvé un procédé pour transformer le charbon en pétrole. Alors je ne vous cache pas que ça, c'est vraiment dégueulasse d'un point de vue des gaz à effet de serre. Ça doit fumer, oui. Mais en fait, toute l'industrie sud-africaine est basée sur cette entreprise. Elle est vraiment, c'est la plus grande entreprise industrielle d'Afrique, elle est hyper performante. Et il y a 7-8 ans, on a eu des discussions et on leur avait dit, mais en fait, vous allez devoir un jour vous préparer à fermer ce site, peut-être dans 5 ans, dans 15 ans, dans 50 ans. Mais il va falloir... Bon, on a été sorti manu militari quasiment de la réunion, mais il fallait le dire. 3 ans après, quand tous les analystes et les investisseurs, ils sont cotés sur différentes bourses, leur ont dit, vous devrez le fermer, ils nous ont rappelé pour les aider justement à préparer leur plan de transition. Et donc, à la fin de la journée, il faut dire la vérité. Il n'y a que comme ça que vous y arrivez. Et puis surtout, il faut être du bon côté de l'histoire. Alors ensuite, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre. Il y a une cible et puis il y a une trajectoire. Il faut prendre du temps, il faut comprendre la réalité. Mais ça, c'est important en fait. Merci. Une dernière question, je crois. Bonsoir. S'il vous plaît, j'ai une question pour le Boston Consulting Group. Vous voulez bien vous présenter et dire quelle formation vous suivez? Mahmoud Dahoui de Grenoble INP, Institut National Polytechnique. S'il vous plaît, j'ai une question à propos de la définition de l'intérêt général pour le Boston Consulting Group. Et par exemple, comment vous gérez le cas où les deux parties que vous conseillez ont des intérêts en conflit? Merci. C'est-à-dire les deux parties. Par exemple, les deux entreprises, par exemple l'ONU que vous avez conseillé et par exemple l'entreprise du charbon. Ah, d'accord. C'est quoi la règle éthique quand vous avez dans votre cabinet des clients qui ont des intérêts contradictoires, on va dire? Alors, bon, donc on peut travailler pour deux entreprises du même secteur qui sont concurrentes, mais avec des Chinese Wall, on dit. Donc c'est deux équipes séparées qui n'ont pas le droit de se parler. Mais en fait, vu qu'on est mondial, on ne peut pas se dire, tiens, je travaille qu'avec une seule entreprise automobile. Donc là, il y a des règles très claires. Il est évident que si on les enfreint, le lendemain, on n'est plus en business. C'est-à-dire que la motivation pour répondre à la réglementation, elle est évidente, puisque tout notre business, c'est la réputation, c'est notre réputation. Et si on perd notre réputation parce qu'on commence à faire... disons, à se faire attraper dans une situation où on conseille deux concurrents et voilà, et on a des conflits d'intérêts, on est mort. Donc ça, c'est notre incitation. Nous, notre définition de l'intérêt général, ça reste enfin en tout cas dans mon activité d'impact social, ça reste les ODD, en fait, les objectifs de développement durable. Donc on s'est fixé un objectif, une vision qui est d'être l'entreprise qui impacte le plus positivement la société dans le monde. Alors ça peut paraître très prétentieux, mais en fait, vu qu'on est assez gros et qu'on conseille, je dirais, l'essentiel des grands groupes dans le monde, on mesure les tonnes de carbone qu'on fait éviter à nos clients. C'est un de nos indicateurs. Et aujourd'hui, on a plusieurs gigatonnes, parce qu'on accompagne beaucoup d'entreprises dans leur décarbonation, dans leur réduction de leur empreinte environnementale, mais aussi on regarde l'impact sur les 17 ODD, pauvreté, malnutrition, santé, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on le mesure et on le traque chaque année et on y consacre une partie assez significative en fait de notre activité et de nos profits en fait. C'est pas anecdotique en fait. C'est 3000 personnes qui travaillent que sur ça en fait. Merci Patrick. Alors moi j'ai vraiment une promesse ici, c'est de tenir celle de la cité. C'est vous qui la première question? Vous me dites bonjour, pourquoi? Vous êtes preneur de quoi? Pardon? Exactement. Ah ben j'arrive.
Ah bah voilà, bah ça vient à vous, comme Lagardère. Merci. Alors je m'appelle. Voulez-vous présenter ? Je m'appelle Guillaume Leblond. Je travaille pour le groupe, pour l'éditeur Lefebvre Dalloz, qui publie tout un tas de règles qui assomment les patrons et leur direction. Je voudrais revenir sur l'articulation entre intérêt général et régulateur, pour qu'on parle peut-être un peu plus du régulateur. Oui, d'un point de vue philosophique, l'intérêt général, il est difficile à définir. Cependant, on a tous vu qu'en période de crise et en période de vraie crise, je pense si on est ukrainien face à la guerre ou on l'a vécu en mars 2020 face au Covid, on voit quand même que l'intérêt général, on arrive assez concrètement à quand même à faire la différence et à être OK pour que, je ne veux pas être péjoratif, mais pour qu'un salarié du groupe LVMH soit en télétravail, productif ou pas, mais en revanche qu'un infirmier, un médecin et un éboueur, ils soient au boulot à 7 heures parce qu'on compte vraiment sur eux. Donc je pense que c'est des situations de crise où là, elle devient quand même plus concrète et peut-être un peu plus facile à traiter cette question d'intérêt général. Et là, je rejoins, je pense, M. Rouer qui disait quelque chose en ce sens tout à l'heure. Et le problème, c'est que les entreprises, elles répondent à des besoins fondamentaux, mais elles créent énormément de besoins aussi, des consommations ostentatoires, face à des citoyens qui sont quand même assez désarmés pour identifier des vrais et des faux besoins, et qui ont du mal aussi à faire à appréhender l'impact temporel entre le moment où je consomme un bien pour répondre à un besoin qui est peut-être réel, si je veux de l'évian dans une bouteille en verre, et l'impact que ce besoin va avoir sur ma planète, d'autant plus que cet impact va se faire sentir dans 20 ans en fait, de par les mécanismes complexes de la biosphère. Et donc, si c'est pas l'entreprise, si c'est pas le citoyen, c'est sans doute le régulateur. Et on est bien placé en Europe pour le sentir parce on est sur le continent qui a le régulateur le plus actif. Et bien sûr, en ce moment, c'est le Green Deal, c'est la taxonomie, la CSRD. Et donc, j'aimerais bien vous entendre sur votre perception du rôle du régulateur, vos attentes envers le régulateur et comment vous voyez ces choses-là évoluer dans les années qui viennent. Bon sang de bois. Merci monsieur. Vous allez me faire ça en synthétique parce que je vous ai bien repéré tous les trois. Mais on n'en a pas parlé effectivement de la place du régulateur, de ce cadre avec la problématique qu'on a aujourd'hui à l'international. C'est-à-dire moi j'accompagne plein de boîtes internationales qui me disent non mais ça n'est pas possible quoi. C'est-à-dire qu'on est tellement contraint aujourd'hui par un régulateur européen qui finalement nous met en difficulté sur le marché mondial. Allez, qui prend le ballon en faisant des réponses synthétiques, si c'est possible sur un sujet pareil. C'est indispensable parce que la réalité c'est que dans plein de situations, s'il n'y a pas de régulateur, il n'y a pas de force de rappel. 2, on est, c'est vrai, champion du monde en Europe puisque sur chacun des sujets, les Américains innovent, les Chinois copient, les Européens régulent. Et donc forcément, ça pose problème. Et donc il faut arriver à trouver le bon équilibre entre le besoin de régulation, mais qu'elle soit pas en fait, parce que il faut éviter de se donner bonne conscience et que finalement on fasse disparaître l'entreprise européenne, on aille produire en Chine et finalement personne n'y gagne, ni la planète, ni donc il faut une régulation intelligente. Et puis il faut, si possible, évidemment c'est si possible, qu'elle ait une réalité mondiale. Parce que si on est tout seul à réguler dans notre petit coin, on se retrouve dans cette situation-là. Et donc c'est très important. Alors c'est le rôle, avec tout le côté négatif et tout ça, mais notamment sur le climat des COP, les fameuses conférences climat, qui sont extrêmement inefficaces et absolument nécessaires, parce qu'on a besoin d'un élément mondial dans la régulation, sinon finalement c'est celui qui est le plus vertueux qui perd. Et donc on en a besoin, par exemple de ces coalitions sectorielles qui sont apparues depuis quelques années, qui malgré tout créent une sorte de standard ou une norme dans une industrie, dans le ciment, dans l'acier, pour en tout cas essayer de tendre vers une logique mondiale pour éviter que le plus vertueux ne soit pas le perdant. Merci Patrick. Donc pour compléter ce qui n'a pas été dit, oui, on a un besoin de règles, on a besoin de régulation et donc on a un besoin de régulateurs qui se projettent dans le bon monde. Et là, j'aimerais souligner qu'on a un enjeu majeur ou un problème majeur qui est la non-intelligence collective et au sens premier du terme, au sens non-compréhension de l'amplitude et de la vitesse du problème. Donc on a cette batterie Green Deal en Europe.
on peut aussi innover quand même. Le sujet, c'est comment on va être capable de transformer tout ça en avantage compétitif plutôt que de passer nos journées à pleurnicher sur le fait que, oh là là, le méchant régulateur nous donne des lois. C'est quand même un point assez intéressant. Quand ça fait quelques années que vous travaillez dans ces métiers-là, quelle que soit l'activité, vous dites, bon, il y a toujours la phase je bloque, je suis contre la régulation. En fait, il faut retenir qu'on est contre la régulation, sauf quand elle va dans son sens. Voilà. Donc, quand vous êtes un régulateur, il y a toujours deux types de personnages qui viennent vous voir dans votre bureau, ceux qui veulent plus de lois et ceux qui n'en veulent pas. Et curieusement, ce travail est difficile, et il est d'autant plus difficile qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre le monde dans lequel on va. Voilà. Donc, est-ce que, et ça c'est un message que j'ai pour vous toutes et pour vous tous, est-ce que dans toutes vos personnalités quotidiennes, je vais les exprimer rapidement, vous êtes membre d'une famille, électeur, dans l'éducation d'une manière directe ou indirecte, professionnelle, vous êtes aussi peut-être dans un culte, dans un sport, bref, vous avez toute une palette de personnalités qui s'expriment. Est-ce que, en sortant de cette réunion, vous pouvez vous dire, bah, finalement, dans toute ou partie de ces personnalités, je peux contribuer à accélérer la prise de conscience de nos régulateurs, que ce soit hyper local jusqu'à hyper national. Je pense que là, c'est un message qui est important, parce qu'encore une fois, au même titre qu'au niveau de l'intérêt général, on ne serait pas tous d'accord, on n'est pas d'accord non plus sur l'importance à donner au sujet, encore une fois, sur son amplitude et sa vitesse. Je ne vais pas vous embêter avec ça, les données sont disponibles sur Internet, et pour finir sur un mot hyper positif, quand même, pour innover aujourd'hui, on n'a jamais été aussi riche financièrement, on n'a jamais eu accès à autant de connaissances grâce à Internet, on n'a jamais été aussi conscient, quoi que j'en dise, et on n'a jamais été aussi jeune, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de population aussi diplômée et jeune dans le monde, ever. Merci. Julien, un mot. Ouais. Désolé, très rapide, et je rejoins ce qu'ont dit Patrick et Maximilien. C'est une partie prenante dont on n'a pas beaucoup parlé, le régulateur. On en a absolument besoin, mais on a effectivement besoin d'avoir un cadre réglementaire qui donne de la visibilité aux entreprises. On parlait tout à l'heure du court-termisme des actionnaires, mais en fait, nos femmes et aux hommes politiques ont aussi leurs enjeux électoraux, etc. Et si c'est pour avoir des lois qui permettent d'en parler aux 20 heures, mais que ça ne va pas dans le bon sens ou que c'est orthogonal avec le cadre européen, parce que même sans parler de la régulation internationale, il y a des orientations légales ou réglementaires très hétérogènes entre le marché local français et l'Europe. Donc on a vraiment besoin, et l'Europe est un atout pour ça, évidemment qu'on est le régulateur le plus contraignant au niveau mondial, mais d'avoir une cohérence et de permettre aux entreprises de prendre le temps d'anticiper. Dans les boîtes, quand on fixe des objectifs, il faut qu'ils soient mesurables, évidemment, atteignables. Là, aujourd'hui, l'arsenal sur les sujets qu'on connaît en tout cas, c'est mesurable, pas toujours, et atteignable quand on veut passer d'une extrême à l'autre en 3 ans, 4 ans. C'est pas possible. Il y a un enjeu de transformation industrielle qui est nécessaire et qui doit permettre aux entreprises de se transformer sans trop de bouleversements, parce que ça peut engendrer des crises par ailleurs. Merci Julien. Madame. Si on met au centre l'intérêt général et qu'on considère autour que l'on a le régulateur, des entreprises et le consommateur, à votre avis, à qui revient la part prépondérante pour faire avancer les choses ? Il y en a un qui prend cette question et je prends les autres parce que sinon c'est pas juste. Vous mémorisez, vous notez ? Je suis frappé qu'on n'ait pas du tout parlé d'un événement très récent et très important dans l'équation. C'est l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et la situation qui est en train de se passer avec les blocs, alors que c'est fondamental, on a complètement changé de monde. Alors, je voudrais savoir, naturellement, c'est récent, il faut qu'on en réfléchisse, mais comment traiter ce sujet ? Vous voulez distribuer, hein, vous vous débrouillez. J'en prends une troisième. Moi, j'avais une question autour de, justement, la différence de temporalité, qui était, pour moi aussi, une des sources de manque de confiance aujourd'hui dans les entreprises pour la transition écologique, dans le sens où, en fait, c'est des très longs termes.
Aujourd'hui, on s'en rend compte progressivement parce que c'est rentré dans l'actualité. Du coup, dans l'urgence, les entreprises gèrent l'urgence et engagent une transition écologique. En fait, c'est pas suffisant. Enfin, si on veut... et pour moi, c'est ça la source du manque de confiance. En fait, c'est ce décalage entre la temporalité actuelle et la temporalité bien plus longue, où on n'arrive pas à répondre en fait et à apporter des réponses concrètes. Merci. Alors je me fais soudoyer là pour les questions d'après. Donc je vous demande s'il vous plaît de me répondre. Vous prenez les questions et vous me les faites en synthétique. C'est difficile. Qui attaque? Qui prend quoi? Allez. Je prends la dernière. Attention, rapide. Les entreprises, ça n'existe pas quelque part. Vous avez des entreprises qui investissent sur 100 ans. SNCF, EDF par exemple, voilà. Vous avez des entreprises qui investissent sur 2 semaines, la tech, certaines tech. Donc en fait, attention à ne pas réduire et attention à s'intéresser au sujet. Et évidemment, on est globalement avec des cycles longs sur le vivant, avec des rendements de 0,6%, 0,7% sur la photosynthèse, qui ne sont peut-être pas conciliables avec des rendements financiers supérieurs. J'aimerais plutôt orienter aussi là-dessus. Voilà. Ça, c'est pour la question. Si je continue sur le libertarisme... Ah non, non, je vous laisse pas tous. Non, on s'en sort pas. Moi, j'ai un apéro. Je prends la deuxième, Allez, comme ça, je prends la troisième, comme ça, je lui laisse Trump. Donc, c'était plus rapide. Donc, la part prépondérante dépend du secteur, en fait. Voilà, un produit de grande consommation, le consommateur est essentiel. Nous, dans notre business, c'est l'employé qui est essentiel. Tout le monde est important, le client, le régulateur, mais disons que le barycentre, disons, évolue. Chez nous, clairement, c'est les jeunes diplômés, les employés qui, en fait, sont ceux qui expriment un désir d'impact social, de mesurer notre impact. Et donc, ils comptent beaucoup. Et puis, il y a d'autres secteurs qui vont être des secteurs régulés ou qui travaillent avec l'État, où le régulateur est absolument essentiel. Donc, il n'y a pas une réponse. C'est selon le secteur. Et c'est un peu comme l'impact, la matérialité dépend de chacun des secteurs. Il n'y a pas une réponse unique. Ça dépend un peu de votre secteur. Et donc, je suis vraiment ravi, Julien, de te laisser la réponse. Tu n'es pas obligé de prendre, Julien. L'élection américaine. Nous sommes ravis, nous sommes ravis. Tu veux dire, et tu peux répondre de façon très émotionnelle, parce que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup d'émotions. Oui, et de toute façon, je n'aurai pas une réponse construite et académique, mais on va se le dire, c'est une mauvaise nouvelle. Monsieur posait une question sur la nécessité de régulation. On est effectivement, au niveau européen, une régulation forte. On a une régulation forte, pouvant éventuellement... faire du ruissellement, c'est beaucoup dire, sur, si on se met sur le schéma international. On peut prendre l'exemple des accords de Paris. Là, ça va tout déstructurer. Ça peut mettre même en menace notre capacité à réguler au niveau local, ou en tout cas marché intérieur. Donc c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour la planète, c'est certain. Tu en es très bien sorti. Juste peut-être, oui, non, justement pour faire le lien entre les je préfère, là c'est le moment de la salle. Patrick, ça revient. Qui m'avait soudoyé? Qui vous ai soudoyé. En fait, j'avais une question qui était en lien avec la jeune femme derrière. Est-ce que vous pensez qu'il y a des modèles d'entreprise qui sont plus vertueux que d'autres? Je pense aux coopératives, puisque vous êtes, je ne savais pas, tous les deux des entreprises coopératives, dans le sens où elles ont une vision long terme, où elles ont une gouvernance qui respecte justement plus les parties prenantes. Et si vous pensez que oui, pourquoi elles n'émergent pas plus? Vous la notez. Merci. Je voudrais revenir sur le modèle d'économie régénérative, qui s'instaure quand même dans une logique de croissance. Du coup, je me pose des questions sur cet impératif de croissance versus réussir à freiner, parce que si on fait des calculs de coin de table, dans une hypothèse où pour l'instant il n'y a pas de découplage entre le PIB et l'empreinte écologique, à minima déjà pour le CO2, on va à peu près droit dans le mur, puisque même avec une hypothèse de 2% de croissance, très rapidement, on atteint le noyau de la Terre en 150 ans et on doit avoir l'énergie du Soleil en 600 ans.
Mais malgré tout ça, en fait, on a une logique de compétitivité. Et ça revient aussi un petit peu avec le libéralisme, l'ultralibéralisme de Trump versus la régulation. Comment on fait? Parce qu'on est un peu dans un dilemme de prisonnier. À la fois, on doit prendre soin de ça. C'est vraiment l'enjeu de l'entreprise qui doit être au service du vivant. Et à la fois, en fait, si on sort de cette règle du jeu, on meurt en tant qu'entreprise. Waouh, allez, et la troisième, on risque de déborder, c'est pas grave. Moi, je suis content d'entendre le vivant dans l'intérêt général. Ouais. Merci. Compte tenu des différents, on va dire, scandales qu'il y a pu y avoir autour des missions qui ont été effectuées par plusieurs cabinets de conseil pour des missions publiques et ou privées, quelle serait la pratique qui vraiment changerait la manière dont le rôle des cabinets de conseil ferait que justement une économie ou des modèles économiques vertueux émergeraient plus rapidement et potentiellement à la vitesse à laquelle on en aurait besoin? Et ben voilà, elle tombe la question. Alors, comment on fait? On a chacun 1 minute. Alors, non, pardon, excusez-moi messieurs, je vais demander à Julien de choisir parce qu'à chaque fois il va se terminer avec... à quelle question veux-tu répondre, Julien? Merci Patrick. Sur le modèle coopératif, ouais, mais non. C'est comme ça. Bah, tu parleras du modèle. Et tu peux parler de Donald Trump. Allez, hop. Sur le modèle coopératif, assurément, et on le constate dans le secteur de la grande conso, vous le savez peut-être pas, mais les produits de grande consommation, notamment dans l'industrie agroalimentaire, 25 ou 30% des produits sont issus du secteur coopératif. C'est certain que ça leur donne un angle de visibilité sur le long terme que n'ont pas forcément naturellement les autres entreprises. Ça, c'est assez certain. Après, je ne vois pas de grande différence, en tout cas sur le prisme sur lequel nous on travaille, entre une entreprise avec un actionnariat classique et une entreprise coopérative, à partir du moment où elles prennent le temps de recul de bien prendre en considération les enjeux environnementaux, ces leviers d'impact. Parce que l'actionnaire de coopérative, il est comme tout le monde, il a besoin quand même de rentabilité parce qu'il doit réinvestir et de pouvoir être compétitif vis-à-vis des secteurs. Pardon, je ne réponds pas précisément à la question. Non, mais c'est d'un point de vue naturel, effectivement, il y a un enjeu. Après, comme toute entreprise, il faut qu'elle prenne l'anticipation et le pas de recul possible. Donc, je peux pas m'en empêcher parce qu'on est presque à la fin. Il y a des entreprises coopératives qui se comportent pas très bien et des entreprises cotées qui se comportent très bien. Mais ça, c'est pour l'apéro. Alors, comment vous allez vers avec le choix entre les deux dernières questions? Non, moi, je nous permettre de conclure. Je prends la croissance et merci parce que ça me permet de repositionner le discours parce que de toute évidence, j'ai été très mauvais, vous n'avez pas compris. Donc, mea culpa. En fait, la croissance de l'arbre, c'est une croissance. Et sauf cas de force majeure, l'arbre, il va pouvoir croître 15 000 ans. Voilà, on a des cas encore vivants aujourd'hui. On est dans un schéma où le vivant crée de l'ordre, crée de la stabilité et organise les cycles biogéochimiques. C'est lui qui est au cœur. Ce vivant, cet arbre, cette plante. La croissance dont je parle, que j'appelle de mes voeux, c'est une croissance dont personne ne parle. C'est une croissance donc difficile à appréhender. C'est une croissance de produits qui stockent du carbone, qui dépolluent l'air, l'eau, le sol, qui restaurent la biodiversité. Donc, c'est des produits qui aujourd'hui n'existent quasiment pas. D'accord ? J'ai donné l'exemple Pocheco, c'est un exemple, mais lui, il existe. Voilà, c'est pour ça que je me permets d'insister. Il existe et il n'attend qu'à être déployé. Et c'est mon métier, exclusivement mon métier, voilà, que de faire de la créativité au chevet de mes entreprises clientes pour les accompagner à inventer les produits régénératifs, les produits positifs. Et ils le seront d'autant plus dans ce monde de demain, encore une fois, et je conclurai là-dessus, ce monde qui brûle aux ressources limitées. Donc, sortir de cette polémique un peu rhétorique, croissance, décroissance, essentiel, mais n'oubliez pas que quand il y a polémique, il y a statu quo. Je suis un acteur du mouvement, de l'émotion. Nous pouvons aujourd'hui apporter des réponses systémiques à ces enjeux.
s'il vous plaît, orientez-vous vers cette croissance positive et questionnez le sens de la croissance. Et oui, vous avez raison, la croissance aujourd'hui est totalement négative et destructrice, mais ce n'est pas fatal. La croissance, l'économie n'est qu'un outil au service de la société, à notre service, à nous de l'orienter dans le bon sens. Et je te laisse la super bonne question. Merci. Je trouve que tu as tellement bien parlé. Allez, il faut qu'on termine. Patrick, allez, qu'est-ce qu'on répond sur cette question des cabinets de conseil? Alors, quand je parlais de justement sortir de l'anecdotique, je pense que c'est un bon exemple. Enfin, on peut faire des dizaines de millions des dizaines de milliers de projets. Ça ne veut pas dire que dans l'industrie, de temps en temps, il n'y a pas quelque chose qui se passe mal. Moi, je pense que les cabinets de conseil, comme ce que tu fais, ce qu'on fait chez Quantis ou d'autres, en fait, ont un impact hyper positif, parce qu'on aide les entreprises à décarboner, à améliorer leur footprint. Est-ce que dans l'activité, l'industrie du conseil, de temps en temps, il peut y arriver qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui se passe pas bien ou qui respecte pas les règles? Bien sûr, mais comme dans toute industrie. Mais il faut dépasser l'anecdotique, il faut justement se dire, avoir une vue complète et de se dire quel est l'impact total finalement d'une activité, que ce soit du conseil, que ce soit d'une entreprise de sidérurgie ou quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça que justement la mesure doit intégrer tout ça. Et juste sur les coopératives, il y a quand même deux types de métiers. Il y a des métiers où il faut investir beaucoup d'argent. Et là, vous ne pouvez pas le faire en coopérative. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui investisse des milliards pour bâtir une usine. Et ça ne marche pas en coopérative. Il faut que là, vraiment, il y ait un actionnaire, des banques qui prêtent pour démarrer. Puis il y a des métiers, notamment les nôtres, qui sont des métiers de service, où en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'investissement et qui fonctionnent assez bien dans un modèle de coopérative. Donc c'est pour ça qu'aussi, ça dépend du secteur. Il y a des secteurs qui s'y prêtent, il y a des secteurs qui s'y prêtent moins bien. Mais pour être dedans, c'est vrai que c'est top d'être à la fois actionnaire et employé. Merci beaucoup. Il est 20h01. Je suis hyper content d'avoir tenu ce débat pendant 1h30. Je vous remercie tous les trois, vraiment, très sincèrement. Je remercie et je salue votre gourmandise que je trouve à chaque fois à la Cité de la Réussite. On n'a pas parlé beaucoup d'émotions. Moi, je sais et je pense que la confiance, c'est aussi le champ de l'émotion. Et ça sera peut-être la thématique d'une prochaine Cité. Bonne soirée et bon week-end. Merci.